Plus vite, plus haut, plus fort, à bien des égards, la devise olympique sied parfaitement le développement d'un sport qui s'affranchit de ses limites. Mais alors que chaque saison révèle une nouvelle sensation, on est tenté de compléter la maxime de Coubertin. Plus jeune, le footballeur moderne bat des records de précocité, plus tôt, le club piste l'étoile qui illuminera son ciel. Alors dans cette chasse aux pépites, quel rôle vient jouer la Youth League? Comment fonctionne ce tournoi? Faut-il se prendre au jeu de la jeunesse? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler Youth League. Qu'est-ce que cette compétition dit de notre football moderne? Alors la première chose à savoir, c'est que la Youth League est elle-même très jeune. En 2011, Justin Andrews et Matthew Benham créent la Next Gen Series, qui est à l'époque la toute première compétition européenne de club pour joueurs de moins de 19 ans, et ça plaît pas vraiment à l'UEFA, qui voit le succès de cette initiative d'un mauvais œil, et qui de manière générale n'aime pas trop qu'on marche sur ses plates-bandes. En 2013 donc, la Youth League voit le jour, et la Next Gen Series est dissoute. Mais donc pourquoi est-ce que l'UEFA a créé cette compétition? Au-delà d'un enjeu de pouvoir ou de territoire, est-ce que la Youth League a un but? C'est pas nécessairement sur leur site qu'on va apprendre grand-chose, où on lit que la Youth League vise le développement de jeunes footballeurs, une expérience internationale unique, etc. Mais à l'époque de la Next Gen Series, l'entraîneur de l'équipe de jeunes du Celtic avait été un peu plus détaillé. Notre but est de créer des joueurs de niveau Champions League. Et cette compétition est un accélérateur de progression qui permet de jouer contre Barcelone ou Manchester City dans des matchs à enjeu, dans des grands stades et en faisant de longs déplacements. C'est l'occasion de grandir. On retrouve donc, du côté des clubs et des éducateurs en tout cas, cette idée de combler progressivement l'écart entre les jeunes, la matière brute, et le groupe pro, le produit fini. C'est en quelque sorte une compétition passerelle qui est censée élever considérablement le niveau auquel un U19 est habitué à jouer pour favoriser son intégration dans l'équipe première. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, alors à quoi ressemble en détail la Youth League? Si les règles ont un peu changé depuis 2013, aujourd'hui c'est assez simple. Chaque club qualifié pour la Ligue des Champions est automatiquement qualifié pour la Youth League, où il envoie une équipe de jeunes joueurs ayant nécessairement moins de 19 ans. En phase de groupe de la Youth League, on retrouve donc 8 poules de 4, c'est d'ailleurs exactement les mêmes poules que celles de la Champions League, et puis tout le monde se joue 2 fois, aller-retour, à nouveau comme en Champions League. On a donc ces 32 équipes qui sont automatiquement qualifiées, mais on en ajoute ensuite quelques autres, qui passent par une sorte de tour préliminaire que l'UEFA appelle le Champions Path, le chemin des champions, et comme son nom l'indique, c'est un accès qui est réservé aux champions nationaux des catégories U19. Si on prend les clubs français par exemple, cette année en Youth League, Paris, Monaco et Lyon ont obtenu leur accès aux phases de groupe via la qualification de leur équipe pro en Ligue des Champions. Mais le truc, c'est que le champion de France U19 en titre, c'est aucune de ces 3 équipes, c'est les jeunes de Montpellier. Du coup, ils ont aussi eu leur billet pour la Youth League, alors ils ont dû se débarrasser de quelques adversaires en tour préliminaire, mais ils les ont franchis assez nettement, et donc Montpellier va affronter une des équipes qui a fini deuxième de la phase de groupe. En l'occurrence, ce sera Benfica, le 20 février, en un match sec. C'est des sortes de 16e de finale, si on peut dire les choses comme ça, parce que les vainqueurs de ce tour rejoignent ensuite les premiers de la phase de groupe, directement en 8e. Alors au passage, et ça vous intéresse peut-être, mais le bilan des clubs français cette année est plutôt bon. Personne n'a décroché un billet direct pour les 8e de finale, parce que personne n'a remporté son groupe, mais tous nos représentants sont en 16e, même s'il va falloir réussir 2 gros exploits pour faire un perfect. Montpellier contre Benfica, qui est sorti d'une poule ultra relevée et compte déjà 2 finales de Youth League à son actif, et surtout Monaco contre l'épouvantail Chelsea, qui est champion d'Angleterre U19 en titre, finaliste de la dernière Youth League, et qui a eu aucune pitié sur le Champions Path, 14-1 contre les Norvégiens de Molde, 9-0 contre les Suédois de Elfsborg, ça va être très chaud. Pour Paris en revanche, ça devrait le faire, ils ont une vraie bonne équipe et ils ont tiré le Hertha Berlin. L'OL c'est encore mieux, avec un match contre le Sigma Olomouc, le champion de République tchèque, qui lui-même s'est assez difficilement défait de Tel Aviv au tour précédent. Sinon voilà, pas grand chose de plus à dire sur l'édition 2018-2019, c'est peut-être pas étonnant, mais on a pas mal de groupes dont le classement est très proche de ce qui s'est fait chez les pros en Champions League. Niveau favori, le Barça et Chelsea sont toujours des prétendants majeurs, mais Manchester United a particulièrement impressionné en phase de poule. Le Real, enfin, sort d'un parcours parfait et n'a qu'une seule défaite en championnat pour l'instant, il y a une grosse concurrence. Et puis pour parler brièvement du palmarès, la domination des clubs anglais et espagnols, qui est un peu une constante de notre football moderne, ne manque pas à l'appel. Le Barça a remporté l'édition 2014 contre Benfica, Chelsea a vaincu successivement le Shakhtar en 2015, puis le PSG en 2016,
La surprise du chef, c'était Salzbourg en 2017, à nouveau contre Benfica, et l'année dernière, Chelsea a joué sa 3ème finale, mais s'est incliné contre le Barça 3-0. Après, du point de vue du spectateur, il y a quelque chose dans cette compétition qui est peut-être encore plus attirant que la poursuite d'un titre, c'est la recherche de la nouvelle star. Phil Foden, Brahim Diaz, Carles Alenia, Riqui Puig ont tous brillé l'année dernière, et puis à l'OL par exemple, Ryan Cherki, qu'on annonce comme le plus gros talent jamais produit par le centre de formation, est devenu aussi le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition, à 15 ans et 33 jours contre Manchester City. C'est une performance qui a encore fait grimper sa cote. Dans l'histoire des top performers de la Youth League, on a enfin des pépites comme Justin Kluivert, Andreas Christensen, Moussa Diaby, qui pourraient faire de belles carrières. Alors finalement, pourquoi l'UEFA a-t-elle créé la Youth League? Pour marquer son territoire, bien sûr, pour conserver son influence écrasante sur le football européen, évidemment, mais peut-être aussi, tout simplement, parce que c'est le sens de l'histoire de notre sport. Dans une ère où tout est capturé et partagé, l'âge n'est plus vraiment une frontière, et le fanatique veut tout voir. Sur YouTube, les vidéos relatant les performances des sections de jeunes en Youth League drainent de grandes audiences, certains clubs y consacrent des documentaires entiers, et à succès, le professionnalisme exacerbé de l'univers footballistique braque désormais les projecteurs sur des adolescents, dont les exploits précoces alimentent un business toujours plus puissant. Faut-il maintenant l'encourager ou le redouter? Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, comme vous savez ça m'aide énormément et peut-être encore plus qu'on ne le pense. Alors voilà, je vous en serais vraiment très reconnaissant. Et puis évidemment j'aimerais conclure cette vidéo avec une énorme pensée pour Emiliano Sala. Personne n'a les mots, et moi non plus, pour décrire ce qu'on peut ressentir à ce moment précis. Et on n'a pas besoin de connaître personnellement quelqu'un pour souffrir. Alors voilà, on pense très très fort à sa famille et à ses proches, comme à celles et à ceux du pilote de l'avion Dave Anderson, en espérant un miracle. En ce qui nous concerne, la vie continue et on se retrouve très très vite pour une nouvelle analyse, bien sûr. Alors en attendant, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.